Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale à l'occasion de la célébration des 22 ans du règne du roi Mohamed VI. Cette célébration est l'occasion de revenir sur cette année si particulière dans notre pays. À l'instar des autres nations, le royaume a dû faire face à une crise sanitaire sans précédent dans son histoire, une pandémie de Covid-19 qui a décimé 4 millions de personnes dans le monde selon l'OMS. Instauration de l'état d'urgence sanitaire, confinement général, port du masque obligatoire ou encore campagne de sensibilisation, de dépistage, de vaccination. Nous allons revenir sur les décisions phares qui ont fait du Maroc un pays qui a su et qui continue de juguler cette pandémie au travers de décisions prises sur instruction royale pour protéger les Marocains de cette onde de choc inédite. Une cause nationale à laquelle, vous allez le voir, l'ensemble des acteurs et institutions du royaume ont, sous l'impulsion du souverain, participé pour atténuer les effets sanitaires, socio-économiques et même psychiques de cette pandémie. Alors, avec moi, pour en parler, 3 spécialistes que je suis ravie de recevoir. Je vais commencer par ma droite avec le professeur Adine Ibrahimi, donc directeur du laboratoire de biotechnologie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et ainsi que vous êtes membre du comité scientifique. Merci beaucoup Nadia pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. On continue avec le professeur Moustapha El Fahim qui est donc directeur de la plateforme génomique fonctionnelle au Centre national de la recherche scientifique et technique à Rabat. Bienvenue à vous également. Merci et merci pour l'invitation. On poursuit avec notre 3e invité, le docteur et chercheur en politique et système de santé, le docteur Taïeb Hamdi, qui est également président du syndicat national de médecine générale et vice-président de la Fédération nationale de la santé. Bienvenue à tous les 3. Merci. Avant toute chose, je vous propose, si vous le permettez, de faire un important rappel sur le fait essentiel de maintenir la vigilance et les gestes barrières en cette période estivale. La pandémie n'est pas terminée. Absolument, absolument. Vous l'avez très très bien dit. Je pense que plein de gens pensent que la pandémie est finie. C'est pas du tout ça. La crise sanitaire durera. Tout simplement pour dire, c'est peut-être qu'on va trouver des solutions locales, mais il faudra penser à l'international. On pourra parler d'une sortie de crise sanitaire si et seulement si tous les pays arrivent à s'en sortir. Et ça, c'est un constat qu'il faut faire. Donc, pour plus ou moins, et mes collègues vont revenir sur ça, en fin de compte, c'est pour dire 2 choses qu'il faudra faire. Augmenter le rythme de vaccination, c'est ce qu'on fait très très bien, alhamdoulilah. Et de l'autre côté, les gestes barrières. D'accord, ok. Alors, pour plus de vaccination, il faut des vaccins. On va enchaîner, si vous le voulez bien, avec cette nouvelle d'envergure pour le Maroc, qui est celle de pouvoir bientôt développer et fabriquer des vaccins anti-Covid au Maroc. Alors, on imagine qu'en termes de souveraineté vaccinale, c'est un enjeu vital, stratégique pour le Royaume. Est-ce que, professeur Al-Fahim, peut-être vous voulez réagir ? Tout à fait. Donc, comme vous l'avez si bien mentionné, c'est une action tout à fait stratégique et c'est un aboutissement de plusieurs décisions qui ont été prises auparavant. Donc, ce n'est pas une décision qui est venue à la hâte, mais c'est une succession intégrée de plusieurs décisions qui ont fait un aboutissement. Et ça ne constitue pas en elle-même une finalité, mais un début vers cette souveraineté, effectivement. Une souveraineté vaccinale, vers une indépendance vaccinale du Maroc, Taïeb Hamdi. Effectivement, c'est très important. Et d'ailleurs, je reviens donc sur c'est ce qu'il faut faire. Il faut respecter les mesures barrières, porter son masque correctement, se laver les mains, distanciation, donc aérer les espaces clos, mais aussi il faut se faire vacciner. Et se faire vacciner, c'est pour se faire protéger et pour protéger les autres. Donc, produire des vaccins au niveau du Maroc, ça va nous permettre non seulement d'accélérer l'immunité collective au niveau du Maroc, mais aussi, bien sûr, en solidarité avec l'Afrique, de mieux vacciner l'Afrique qui est très, très sous-vaccinée. Donc, ça permet quand même d'atteindre une certaine immunité au niveau continental. Et si on prend le Maroc et l'Afrique, c'est une contribution du Maroc à l'échelle planétaire pour qu'on puisse arriver à atteindre l'immunité collective à l'échelle planétaire. On ne peut pas être en sécurité si toute la planète n'est pas en sécurité. Et donc, c'est une vision
effectivement, c'est une vision qui est anticipative, et sur les vaccins, et sur les mesures barrières. Et on peut y revenir. On va y revenir, mais tout de suite, je vous propose de faire un retour en arrière sur le bilan de cette année et surtout sur la manière dont le Maroc a riposté face à cette pandémie. 2 mars 2020, l'Institut Pasteur du Maroc enregistre le premier cas de coronavirus dans le pays. C'était un Marocain qui était porteur du virus, un Marocain résident en Italie. 2 semaines plus tard, le roi Mohamed VI ordonne donc l'instauration de l'état d'urgence dans le pays. Et cela a été la toute première mesure anticipative phare du souverain. Est-ce qu'on peut revenir sur cette première mesure, mais aussi les autres qui ont été très rapides? On va y revenir. Mais je pense... pour revenir à la chronologie des choses, en fin de compte, et peut-être même la dimension humaine des choses. Parce que je pense que Sa Majesté est très claire, je pense que la dimension humaine était très, très importante. Et ça, c'est un slogan qu'il a gardé tout le long de cette pandémie, c'est en fin de compte dire que ça peut coûter, ça il pourra avoir un coût, mais la valeur d'une vie marocaine, ça n'a pas vraiment de prix. Et donc, c'est très, très important de le garder en tête. Et donc, je rappelle pour nous tous, en fin de compte, même pour vous, j'imagine qu'en décembre 2019, on ne pensait pas que la pandémie arriverait au Maroc. Et puis après, le 2 mars, on avait la pandémie qui était là. Et donc, Sa Majesté, à travers plusieurs décisions anticipatives, proactives, et ça, c'est très, très important, elle était là, et donc, comme boussole. Et donc, il a donné la première chose qui était très, très importante, c'est en fin de compte le confinement. Le confinement était très, très important parce que ça a permis, dès le départ, de gagner du temps pour comprendre la pathologie, comprendre le virus. Et c'est très important qu'on l'a fait, ce qui a permis en fin de compte de gagner du temps. Puis après, en mettant les gens chez eux, il y avait un deuxième point très très important parce qu'il fallait nourrir les gens. Et donc il y avait cette volonté royale à mettre vraiment une caisse nationale qui permettrait de faire ça. Puis après, il y avait plein d'étapes qui sont venues. Par exemple, on a parlé de vaccination, mais c'était une volonté royale dans ce sens. On va y venir. 20 mars, donc instauration de l'état d'urgence. 23 mars, qu'est-ce qui s'est passé? Réquisition du stock de la chloroquine. Voilà. C'est un geste très fort et très symbolique de la part du souverain. Oui, tout à fait. Et donc, ce sont ces actions, comme j'ai dit, ce sont des actions qui ont été prises avec une certaine lucidité. Si on revient vraiment au contexte chronologique et le contexte mondial, là où certains pays tergévéraient, ils ne savaient pas quoi faire. On se demandait si le port de masque était important ou pas important. Faut-il fermer les frontières ou pas fermer les frontières? Mais si on regarde chronologiquement, premier cas le 3, le 20 mars, la fermeture vraiment de l'espace aérien et maritime, la création de ce fonds, la création du fonds monétaire. Et c'est une décision effectivement royale de dire que la somme qui va être ramassée, c'est de l'ordre de 10 milliards de dirhams. Mais la contribution à la générosité du peuple marocain derrière son souverain, la somme était de 33 milliards. Une autre action également. Lorsque le souverain a pris connaissance de l'état réel du système sanitaire, cette somme d'argent, elle a veillé à ce qu'il soit utilisé pour que notre système sanitaire soit mis à jour pour qu'il réponde. Non seulement cela, elle a fait intervenir par décision royale le corps médical militaire qui a soulagé la population. Et l'ensemble de ces actions ont fait en sorte que la population marocaine a suivi et a respecté scrupuleusement les différentes consignes. Et le 7 avril, quelques jours plus tard, le port du masque obligatoire sur le territoire national. Exactement, et je reviens bien sûr à cette vision royale, proactive, anticipative, solidaire, mais qui porte sur l'avenir. Même si dans cette émission, on fait une marche arrière, on parle d'une année passée, toute la politique a été portée sur l'avenir. Et je donne 2 choses. Le jour où le Maroc a décidé de fermer, a décidé de confiner, a décidé de répondre d'une façon forte à la pandémie, il y avait tout un débat à l'échelle internationale. Oui, quelle est la part, comment sauvegarder la vie des personnes, l'économie. Et on pensait avant que sauver la vie des gens, ça va nuire à l'économie. Donc il fallait faire un équilibre. Maintenant, avec les études, et je vais en parler,
on voit la pertinence du choix royal. Il y a 3 mois, il y a la publication des résultats d'une étude qui a été menée sur les 37 pays de l'OCDE, les 5 pays qui ont instauré des mesures fortes, longues, et les 32 pays qui ont choisi vivre avec le virus, c'est-à-dire le stop and go, fermer puis relâcher, fermer puis relâcher. Donc la Corée du Sud, le Japon, l'Islande, l'Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, ces 5 pays ont choisi les décisions fortes. C'est l'approche, plus ou moins, c'est l'approche qui a été, c'est l'approche du Maroc et l'approche de la vision royale. Qu'est-ce que les études ont montré? On s'attendait à ce qu'ils vont sauver les vies, mais ils vont payer en économie. Or, les résultats sont édifiants. Ces 5 pays ont sauvé les vies, ont sauvé l'économie. D'ailleurs, leur croissance et le PIB, il a repris, la convalescence a été très très rapide et ils ont sauvé les libertés publiques. C'est-à-dire la population dans ces 5 pays s'est sentie plus libre que dans les 32 pays. Dans les 32 pays, ils ont perdu en vie, ils ont perdu en économie et ils ont perdu en liberté. Ça veut dire que le choix du Maroc a été un choix pertinent sur le plan santé, sur le plan vie humaine et sur le plan économique. 2, c'est justement la décision de porter des masques. Il y avait tout un débat et on a discuté, est-ce que le virus il est aéroporté? Et le Maroc a été le premier pays du monde à instaurer, à obliger le port du masque. Or, il se trouve que même l'OMS, les pays européens, ils n'ont décidé... Même l'OMS hésitait au début. Jusqu'au mois de 6 mai. Le 6 mai, le 6 mai, l'OMS n'avait pas encore décidé. Les pays européens, les États-Unis n'ont décidé le port de masque que quelques mois après. Dans les espaces clos, ce n'est que 6-7 mois après qu'ils ont décidé de porter le masque un peu partout, donc de faire ce que le Maroc a fait de le départ. Ce sont des choix. Le 7 avril. Le 7 avril, dès le départ. 2020, dès le départ, c'est le Maroc a décidé. Donc, c'est une vision qui était forte, mais qui a donné ses résultats. D'accord. Alors, vous parliez d'antinomie qui n'avait effectivement pas raison d'être entre choix sanitaire, choix et économique, parce que la santé de l'économie marocaine s'est révélée, elle aussi, avec cette résilience et cette capacité à s'adapter et de reconvertir tout un tissu économique d'usines de textiles pour fabriquer des masques. Oui, absolument. Je pense que le Maroc, on avait besoin de ça. Et ce qu'on est en train de décrire, en fin de compte, c'est toute la pyramide à travailler dans un sens. Il y avait une vision royale, des décisions royales, une décision politique très, très forte. Et de l'autre côté, tout le monde s'est adhéré à cette vision. Et je pense, moi, à chaque fois que j'en parle de ça, je parle du Marocain lambda, du Marocain moyen, qu'on a demandé à lui de rentrer à la maison, de se fermer dans 20 mètres carrés, tout ça, et qui ont respecté ces gestes barrières. Je pense que c'est des vrais héros et je pense que ces gens-là ont fait quelque chose de formidable. À côté de ça, comme vous l'avez très très bien dit, les communautés marocaines continuaient et bien sûr le Maroc a exporté des masques pour la France. Et ça, c'est remarquable, il faut dire comme il est. Je pense que c'est quelque chose de très remarquable. Le Maroc, à travers la volonté royale aussi, il y avait une dimension africaine. En fin de compte, le Maroc a envoyé pas mal de dispositifs. Et donc, je pense que le Maroc, tout en agilité, et ça, c'est très, très important, que ce soit l'industrie marocaine, que ce soit les décideurs marocains, que ce soit le citoyen marocain, a compris de quoi il s'agit et essayer en fonction de ça, revenir plus ou moins à ce sentiment, j'allais dire nationalisme, c'est péjoratif, mais j'allais dire citoyen. Et ça, c'est très, très important. Moi, je n'ai jamais senti, en fin de compte, la ferveur d'un Marocain lambda comme je l'ai senti durant ces 3 mois de confinement. Par voir des Marocains sortir au niveau des balcons pour plus ou moins applaudir les agents d'autorité. Je me rappelle une seule chose, je suis un petit peu vieux, mais je me rappelle aussi de la marche verte. C'est la seule fois où j'avais la même dimension humaine de se sentir marocain. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'exceptionnel et peut-être qu'il faudra le mettre en valeur. Et c'est essentiellement, en fin de compte, parce que la vision était claire, les objectifs étaient clairs et les gens ont senti qu'on pouvait y adhérer. Voilà. Ils se sentaient solidaires dans cette épreuve commune. Alors, puisque vous parlez de sentiments aussi, professeur Ibrahimi, ce qui était difficile dans cette crise, c'était de ne pas savoir.
C'était ce virus, cet inconnu qui décime plusieurs millions de personnes. Et il y a eu au sommet de l'État cette volonté aussi de faire le choix d'une communication transparente avec la mise en place d'un dispositif de veille nationale et de surveillance épidémiologique. Alors ça aussi, c'était très important pour les Marocains qui étaient face à une crise inédite devant l'inconnu. Effectivement, et justement, ces paramètres qui sont inconnus, qui étaient inconnus à l'époque, donc heureusement au Maroc, heureusement entre guillemets, heureusement pour le Maroc, qu'il y avait les pays européens, donc nos voisins, où il y avait un décalage dans le temps de 3, peut-être 4 semaines de différence avec le Maroc dans le cours de l'épidémie, ce qui nous a permis de tirer les leçons nécessaires. Et aussi, il y avait bien sûr les connaissances scientifiques qui se développaient de plus en plus. Mais au départ, on ne savait pas à qui on a affaire. Donc, il fallait prendre le temps nécessaire pour comprendre, pour voir et pour riposter. Et c'est ce qui a permis, ce sont ces décisions anticipatives, ces décisions fortes qui ont permis au Maroc de sortir du confinement avec moins de 200 décès, alors que nos voisins sont sortis de leur confinement avec 30 000, 35 000, 25 000 décès. Donc, ça a été important qu'on puisse prendre le temps nécessaire pour comprendre, mais aussi, il faut le dire, pour prendre le temps nécessaire pour réadapter notre système de santé. On sait que notre système de santé il est vulnérable, il est fragile avant la pandémie. Mais grâce à cette intervention royale, grâce à ce fonds de solidarité, le système de santé a pu se procurer de plus de matériel, plus de médicaments, plus de respirateurs, plus de moyens, mais aussi grâce à la solidarité de tous les Marocains, de tous les secteurs. Si je parle de santé, c'est la médecine militaire, la médecine civile, universitaire, le privé. Tout le monde était solidaire. Tout à fait. Donc, c'est ce qui fait, ce sont les ingrédients de cette réussite marocaine à contrecarrer et à riposter convenablement à cette pandémie. Ce virus que l'on ne connaissait pas, il a fallu l'identifier, il a fallu le séquencer, un virus qui continue de muter, de surprendre. Dans ce contexte, s'imposer, vous parliez de la réadaptation du système de santé, mais il a fallu aller plus loin aussi en créant des comités scientifiques et techniques. Professeur El-Fahim, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point? Parce que ça a été stratégique, vital dans le choix de la politique royale à ce moment-là. Effectivement, pour prendre des décisions, il faut intégrer plusieurs informations. Et donc, devant un inconnu, le virus était méconnu de la communauté scientifique. On apprend à le connaître. La maladie, avec ses critères et ses caractéristiques, est une maladie nouvelle. Donc, il fallait adopter une stratégie d'abord pour sauver des vies. Il fallait identifier, il fallait diagnostiquer, isoler et traiter. Donc, ce trio nécessite justement des moyens. Alors, si on se rappelle, 2 laboratoires étaient au début pour faire le test diagnostique. L'Institut Pasteur et l'INH. Et on est les seuls qui étaient habilités à faire les tests. Je me rappelle très bien, on me téléphone, on me dit, voilà, on n'a pas encore reçu les réactifs et tout ça. Est-ce que vous en disposez au niveau de votre plateforme? Parce que là, on commence à se préparer. Sans hésiter, on rapporte tout cela. Mais au bout d'un certain temps, tout l'argent qui a été mis à disposition pour renforcer ce système, pour le mettre à jour, il y a 140 laboratoires, l'implication de privés pour pouvoir faire... Du privé, tout à fait, qui a été associé au dispositif. Et ça, c'est très important. Exactement. La souveraineté également dans le traitement. Il y avait une polémique sur la chloroquine. Mais le comité scientifique a décidé sereinement de prendre un protocole qui le convient sans tenir compte de ces polémiques qui n'en aboutissent à rien. Donc il fallait créer des comités, mais le processus décisionnel, ce n'est pas la décision de scientifiques, ni de politiciens, ni de celui qui s'occupe des affaires étrangères. Mais il fallait créer des comités ad hoc, un comité scientifique et technique qui a un rôle consultatif, qui va donner toutes les informations, qui vont être intégrées avec d'autres informations auprès des autres départements ministériels, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, parce que prendre une décision de fermer les frontières de Maroc n'est pas une décision aussi simple.
Et c'est pour cela, donc c'est un processus intégratif des décisions et on a besoin vraiment de toutes ces informations, d'où la création de ces comités qui font des rapports et que Sa Majesté veille à ce que les comptes rendus de ces rapports lui soient parvenus. Voilà. Vous parlez de processus intégratif. J'aimerais que l'on revienne sur une étape importante de la stratégie royale par rapport à cette riposte à la pandémie. C'est la mise en place de consortiums, de laboratoires pour faire accélérer la recherche, donc une piste stratégique privilégiée par le roi Mohammed VI avec une spécificité justement, celle de l'approche intégrative, comme vous venez de le dire, une sorte d'union sacrée. Est-ce qu'on peut parler d'une première dans l'histoire du Maroc pour faire face à cette pandémie? Est-ce que ça a encouragé ce sentiment-là, s'il n'était pas suffisamment là au départ? Bien sûr, je pense que ce qu'a dit Mustafa est très clair en fin de compte, et il faut le rappeler en fin de compte. Le comité scientifique marocain, scientifique et technique, c'est un comité qui était indépendant. C'est la volonté royale de donner une indépendance à ce comité. Donc normalement, quand vous allez prendre une décision, vous la prenez du côté scientifique, purement scientifique, et c'est très très important. Cette recommandation passe par la suite, en fin de compte, plusieurs processus, parce qu'il faut prendre une décision par la suite qui va intégrer plusieurs recommandations de plusieurs départements. Mais là, c'est très très important d'avoir ces comités, parce qu'ils ont guidé en quelque sorte beaucoup de choses et beaucoup de décisions au Maroc. L'autre chose, et je voudrais revenir à ça, parce que vous avez parlé de communication, et ça c'est très très important pour moi, parce que vous êtes une femme de communication. C'est pas facile de communiquer, mais communiquer durant la pandémie, c'est un petit peu la crise sanitaire, c'est vraiment un saut dans le vide, il faut dire la vérité. C'était névralgique. Les gens attendaient au début les bilans quotidiens. Et c'était une chance que le ministère marocain de la Santé, sous l'impulsion donc du roi Mohammed VI, ait mis en place ce dispositif. Absolument. C'était un rendez-vous quotidien pour les gens et on l'attendait avec vraiment impatience. Vous avez aussi, je rends hommage aussi à tous les médias du Maroc, parce que vous avez ouvert la porte aux scientifiques de se mettre autour d'une table et de parler science, et ça c'est très très important, parce que c'est la première fois que le Marocain moyen rencontre ces gens-là qui travaillent toujours dans leur laboratoire, dans leur cabinet et tout ça, et donc exprimer tout ça et vraiment le mettre en relief sans perdre de l'exactitude scientifique. Et ça, je pense, c'est quelque chose de très très bien. Et donc cette osmose entre les médias d'une part, le scientifique et le Marocain lambda était très très important. Et je pense que vous avez parlé d'exemples. Je pense que le Maroc a démontré vraiment à travers cette approche royale, cette vision royale, c'est-à-dire des comités scientifiques, des comités ad hoc sur des points particuliers, donnent des recommandations. Et heureusement, au Maroc, plein de gens parlent de comités scientifiques comme s'ils décidaient. Et là, je rappelle, pour une fois, encore une fois, c'est pas le comité scientifique ni les comités scientifiques qui décident, mais c'est juste des recommandations qui sont données. Mais vraiment communiquer sur ça et donner avec toute franchise des fois, parce qu'on donnait des informations pour leur dire, et là, peut-être qu'on va revenir à ça, mais vraiment faire rentrer tout le monde à la maison, c'est pas facile de le dire. Par exemple, quand on a dit le ramadan, ne faites pas de tarawih, c'est pas facile du tout. Il faut revenir, et le terme c'est ça, éduquer. Je pense qu'on l'a fait si bien que ça, que vraiment c'est un acquis incroyable qu'on a eu durant cette pandémie. Un acquis pendant cette pandémie. On va poursuivre, si vous le voulez bien, aussi avec ces essais cliniques au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Maroc a aussi fait partie des premières nations à participer à ces essais cliniques. Parce que là, le vaccin est là, mais avant, il y a eu tout un processus pour y arriver. Et donc, il était parmi les premiers pays à participer aux essais cliniques de mise au point de vaccins anti-Covid, en concluant donc 2 accords de coopération au début. C'était déjà très vite, le 20 août 2020, avec le laboratoire CNBG. Effectivement, et c'est important de le rappeler. Et c'est important de le rappeler en tant que vision royale. Maintenant, il y a des comparaisons. Pourquoi l'Europe a tardé dans la vaccination? Et pourquoi les États-Unis ont fait vite? Pourquoi la Grande-Bretagne a fait vite? Les conclusions sont claires. L'Europe a tardé pour 2 choses. Parce qu'il n'a pas mis le paquet sur la vaccination, d'une part, mais aussi
ce n'est pas juste un problème financier, mais l'Europe, il n'y avait pas une grande conviction que le vaccin sera prêt, comme le disait Trump. Et ce que Trump a fait, il a servi l'humanité, c'est qu'il a accéléré cette recherche pour la vaccination. Il faut le dire. Malgré lui. Oui. Malgré lui. Effectivement, parce qu'il y avait échéance électorale. Mais toute l'humanité en a profité. Bien. Les Européens, malheureusement, ne croyaient pas que le vaccin pourrait être disponible avant la fin de l'année. Donc, ils ne se sont pas précipités. Et c'est pourquoi ils ont payé ce retard après, parce qu'ils ont vacciné tardivement par rapport aux États-Unis. Au Maroc, déjà, au mois 8, sur la décision royale, il a fait un accord avec la Chine. Trois piliers. Premièrement, c'est faire des essais cliniques au Maroc. Et faire des essais cliniques, ça veut dire qu'on croyait au vaccin, et croyait qu'on peut prendre des vaccinations. Et ce n'est pas juste l'intérêt d'avoir des vaccins, mais déjà peut-être on va y revenir, faire des essais cliniques au Maroc, ça a ouvert les portes pour l'université marocaine, pour les CHU du Maroc, pour les chercheurs marocains, de se lancer dans la recherche scientifique, dans les essais cliniques, premièrement. Et deuxièmement, c'est le Maroc, ça va de se doter en vaccin. Et troisièmement, un transfert de technologie. Donc, c'est cette vision anticipative qui a fait locomotive pour le reste. Moi, je reviens pour dire une chose. Des fois, la crise sanitaire, elle a besoin d'un leadership. Et au Maroc, ce sont des études. Il y a une étude qui est parue dans le Lancet au début, je pense, mars ou avril 2020, qui a montré, un grand chercheur, un article qui a parlé de 6 paramètres, de succès. Premièrement, il faut un leadership, il faut que la décision soit centralisée. Et au Maroc, on avait la décision centralisée grâce à Sa Majesté le Roi. En Allemagne, il y avait beaucoup d'efforts, mais la décision n'est pas centralisée. Ça a créé un peu de problème. Dans d'autres pays, il y avait au Brésil, donc il y avait autre chose. Donc ce leadership était très important. On va revenir sur ce leadership royal dans la suite de notre émission. Tout de suite, donc c'est la fin de cette première partie de cette émission dédiée donc à la riposte marocaine face à la pandémie. Je vous dis à tout à l'heure. Retour dans cette émission spéciale dédiée aux 22 ans de règne du roi Mohamed VI et à comment le Maroc a riposté à la pandémie avec mes invités. On va poursuivre donc sur la campagne de vaccination qui a été un moment fort aussi de cette politique, avec une image qui restera gravée, je crois, dans les esprits de tous les Marocains. C'est le roi Mohamed VI qui se fait vacciner le 28 janvier 2021. Un geste symbolique, un geste très fort, en plus de toutes ces décisions vraiment qui témoignent de la clairvoyance des orientations de Sa Majesté. Et on dit que c'est dans les adversités que surgit la clairvoyance des grands leaders. Et je pense qu'en tant que citoyen, je me sens fier. C'est cette fierté que c'est Ibrahim, on a parlé, on n'a jamais senti cette fierté de dire oui, je suis marocain. Où tout le monde se précipitait pour dire je veux contribuer, je veux faire quelque chose. C'est made in Morocco, donc on l'a fabriqué au Maroc. Et quand, juste pour l'anecdote, j'ai mon ex-directeur du Canada qui me téléphone pour un projet de recherche. Et il me dit, voilà, on va développer un test très rapide pour l'Afrique, voilà, si tu veux contribuer. Mais je pense que le Maroc nous a dépassés dans la vaccination. Et on ne peut pas considérer comme étant il était vraiment gêné pour dire, est-ce que le Maroc fait partie de ces pays? Mais juste pour vous dire, effectivement, c'est cette clairvoyance. Ce sont ces décisions prises et qui ont impliqué l'exécutif du gouvernement. Et donc, la veille personnelle de Sa Majesté, c'est ça qui a fait réussir et qui a vraiment diminué l'impact de cette pandémie. Et donc, la vaccination est lancée. Les essais cliniques, ce n'est pas une décision anodine. C'est grâce à ces essais cliniques qu'il y avait déjà une mention qui était là. C'est une mention de transfert de technologie. Et donc, la dernière décision sur laquelle on va en parler,
c'est une conséquence de toutes ces petites décisions. Participer à des essais cliniques. Lorsqu'on a participé à des essais cliniques, on a soulevé la question. Où sont les centres d'investigation clinique? Aucun centre d'investigation clinique. Donc là, le système médical va réfléchir sur la création de ces centres pour que le Maroc soit leader dans le domaine. Voilà. Si je me permets, Nadia, pour dire... Je vous en prie. Pour accentuer ce qu'a dit Mustafa, qu'il a tout à fait d'accord avec lui sur la fierté marocaine, c'est en fin de compte, le Maroc, je rappelle une réunion très importante, le 9 novembre 2020, Sa Majesté a réuni plein de personnes autour d'une seule table pour discuter de faire une campagne de masse vaccination au Maroc. Et quand je regardais à l'international, il n'y avait pas beaucoup de pays qui avaient fait ça. Et même au Maroc, les gens disaient, ouais, vous n'avez pas de vaccin, il faut dire la réalité. Vous n'avez pas de vaccin et vous êtes en train de ramener des gens pour parler de la vaccination de masse. Et donc là, je pense aussi, c'est ça, cette réunion, vous l'avez à l'image, c'est en fin de compte, c'est extraordinaire parce que dès le départ, on pensait qu'on allait le faire. La deuxième chose qui est très très importante, c'était pas facile d'avoir ces vaccins. C'est ça la réalité des choses. Parce que tout le monde voulait le même produit au même moment. Et donc, être capable de le faire, et je rappelle encore une fois, il y a des gens, début du mois de janvier 2021, ne pensaient pas qu'on allait avoir le vaccin si rapidement, mais tout simplement, il y avait une action royale qui était là, il y avait une volonté très claire, et on a pu faire les deux choses, et je rejoins ce qu'a dit Mustafa ou Taïb, je pense qu'ils ressentent la même chose, une fierté, parce qu'en fin de compte, quand on regarde ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qu'a dit Mustafa est toujours d'actualité. Créer un écosystème pour le développement des vaccins au Maroc, pour la création aussi d'usines et tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a pu réaliser malgré la crise. Et ça, il faut rappeler. Donc le Maroc, ce qui est bien en fin de compte, malgré on est dans une crise sanitaire qui est incroyable, qui n'arrive qu'une fois par siècle, le Maroc a vu une opportunité. Et ça, c'est génial. Je suis très fier de le dire et Taïb peut-être va me joindre dans ce sens. Exactement. Et pour réussir une campagne de vaccination, est-ce qu'il suffit d'avoir un vaccin? Non, il faut avoir un vaccin, il faut qu'il soit efficace et il faut que la population adhère à cette vaccination. Tout à fait. Et il faut sensibiliser encore, communiquer. Il y a une sensibilisation d'envergure nationale qui a été mise en place. Les car.corona, le numéro 1717. Je veux dire, là encore, on sait soucier. Exactement. Et notre campagne de vaccination, le Maroc, il a fait ce qu'il devait faire pour avoir le vaccin. On a participé à des essais cliniques, donc pour vérifier l'efficacité des vaccins. Le Maroc donc a conclu des accords pour avoir ces vaccins, mais on avait besoin d'une impulsion pour encourager la population à se faire vacciner. Il y avait le complotisme, il y avait les fake news, il y avait tout. Donc nous, en tant que professionnels de santé, on avait ce souci. Avec ce geste royal, il y a le travail royal effectif et il y a le symbolique. Avec ce geste royal du 28 janvier, c'est toute une communication. Ça n'avait plus besoin de communication. Donc ça a impulsé. Et avant la vaccination, il y avait une autre symbolique. C'est après l'obligation du port du masque. 48 heures après, Sa Majesté le Roi est apparu portant son masque, était parmi les premiers donc, Marocains à porter le masque pour justement encourager les Marocains à porter ce masque. C'est justement, donc, et cette campagne de vaccination, on a reçu les vaccins. Est-ce qu'on ne pensait pas avoir cette quantité de vaccins en janvier 2021 alors que le Canada avait fait 5 fois de plus que les commandes, le Royaume-Uni c'est 3 fois plus, l'Europe c'est 2 fois plus. Est-ce qu'on pensait que le Maroc aurait cette chance de vacciner? Et le Maroc a vacciné et il a vacciné. Et je rappelle qu'avoir des vaccins, ce n'est pas une garantie de réussite de campagne de vaccination. En Europe, les pays, ils avaient des stocks de vaccins. Pourtant, ils peinaient à vacciner la population. Qu'est-ce qui a fait que le Maroc, 5 semaines après avoir reçu la vaccination, il était classé 6e pays au monde qui a vacciné le plus de la population? Pourquoi le Maroc a reçu les félicitations de l'OMS? Pourquoi l'Europe a reçu des remarques, des critiques de la part de l'OMS parce qu'ils avaient des vaccins, mais ils n'utilisaient pas ces vaccins rapidement? C'est justement parce qu'on avait une campagne de vaccination qui est très fluide. Il suffit
d'envoyer un SMS et on a son rendez-vous, on a le lieu de vaccination. Parce que c'était très, très bien organisé. Ça garantit la transparence totale. Ça garantissait une chance équitable de tous les Marocains. Personne au Maroc ne pouvait se faire vacciner s'il ne faisait pas partie des groupes prioritaires. Tout à fait. Donc, c'est cette volonté royale de faire de cette vaccination une campagne transparente, claire, équitable et solidaire gratuitement pour tous les Marocains qui a fait les ingrédients de cette réussite. On ne réussit pas comme ça par hasard. On réussit parce qu'on a les ingrédients de réussite. Ils étaient là sous la direction, la supervision, le contrôle, le suivi de Sa Majesté le Roi. Une campagne de vaccination, effectivement, comme vous le disiez, équitable et solidaire, parce qu'il faut rappeler qu'elle s'adressait aux citoyens marocains, mais aussi aux étrangers résidant au Maroc. Donc c'est une dimension solidaire aussi qu'il faut souligner. Solidarité avec les étrangers au Maroc, mais solidarité aussi avec la famille africaine. Et solidaire aussi entre les Marocains. Parce que solidaire, c'est un vaccin qui est gratuit. Gratuit, ça n'existe pas. Solidaire, ça veut dire que tous les Marocains, ils vont payer tous pour tous les Marocains. Donc, ces pauvres, ayant une couverture médicale ou pas médicale, ayant de l'argent, pas de l'argent, ayant les moyens ou pas de moyens, tout le monde va bénéficier de cette vaccination. Ça, c'est très solidaire à l'échelle nationale et bien sûr sur autre niveau. C'est vrai qu'un vaccin gratuit à l'échelle nationale et des masques disponibles aussi à quelques dirhams dans les supermarchés, on a rarement vu ça lors de cette crise, surtout au début de la crise. Alors on parlait de la solidarité pour les Marocains, entre Marocains, mais aussi, donc je le disais, avec la famille africaine au cœur de la tourmente, en pleine crise, dès juin 2020, il y a cette solidarité du Royaume envers les pays africains avec un envoi de matériel, de masques, de visières, de médicaments, de chloroquine, d'azithromycine. Donc 15 pays africains ont pu bénéficier de cette solidarité du roi Mohamed VI. Mais je pense, Nadia, quand vous parlez de famille, j'aime bien ce terme. C'est bien choisi. Parce que moi, comme Africain convaincu, moi je pense que le Maroc, pour son rayonnement, son positionnement, c'est l'Afrique. C'est en fin de compte la collaboration Sud-Sud qui va nous permettre de s'en sortir. Et donc moi, je commencerai par saluer en fin de compte le Maroc. Dès qu'il a pu avoir des masques, il les a envoyés en Afrique. Il y a eu une initiative que plein de gens n'en ont pas parlé, mais je pense que c'est très très important. Le Maroc a envoyé des vaccins pour la Mauritanie. Et je trouve ça, c'est vraiment solidarité parce que le Maroc a une vision. La vision, c'est quoi? C'est en fin de compte, on pourra s'en sortir localement, mais on ne pourra pas s'en sortir à l'échelle internationale sans plus ou moins vacciner les Africains, sans plus ou moins aider les Africains à s'en sortir, parce que malheureusement, il faut le rappeler, le Maroc s'en sort bien avec sa vaccination, mais en Afrique, on est en deçà de 2%. Et donc le Maroc, et peut-être qu'on va revenir à cette question de développer des vaccins, parce que c'est très très important, mais moi je suis très déçu des autres pays riches, voilà, parce qu'il y a plein de pays riches qui sont en train de réfléchir à vacciner des enfants, alors qu'on a des personnes à risque en Afrique qui ne sont pas vaccinées. Et ça, je pense que le Maroc a démontré en fin de compte qu'il est africain. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Et le Maroc ne s'en sortira pas, que ce soit à court terme, à long terme, moyen terme, sans cette dimension continentale et cette dimension africaine qu'il travaille très très bien. L'autre chose qui est très très importante, que je pense que le fait que le Maroc a signé des contrats pour fabriquer des vaccins, l'objectif, et là peut-être Mustafa pourra en parler, c'est pour aller en Afrique, parce qu'on ne pourra pas s'en sortir sans l'Afrique, et j'espère que le Maroc pourra le faire pour lui-même, parce qu'il y a une vision à court terme pour le Maroc, une vision à court terme pour l'Afrique, mais aussi à moyen et à long terme, produire ces biothérapies, produire ces biosimilaires, pour le Maroc en premier lieu, mais aussi pour l'Afrique. Et j'aime bien cette réflexion, et j'apprécie beaucoup votre terme famille, parce que ça me touche, et moi, un Africain convaincu, je trouve que c'est génial que le Maroc s'intéresse à l'Afrique. La solidarité avec l'Afrique, pour moi personnellement, j'en doute même pas, et je pense que la réussite du Maroc fait partie de la réussite de l'Afrique. Il faudra vraiment qu'on fasse tout pour que l'Afrique en profite de n'importe quel progrès qu'on a fait au Maroc, parce qu'en fait, c'est nos frères,
j'allais dire, nos compatriotes. Et donc voilà, mais je pense que là, la décision royale de faire fabriquer des vaccins au Maroc rejaillira Forcément. sur tout ce qui est africain et vraiment comment combattre la pandémie en Afrique. Alors, où on en est justement, professeur El Fahim, par rapport à cette coopération avec la recherche africaine aussi, hein. C'est névralgique, ça aussi, pour réussir ensemble dans la maison Afrique. Très très bien de le rappeler parce que le rôle de la recherche scientifique également était un grand défi face à cette pandémie. Quel est l'apport de cette recherche? Et là, il y a deux actions qui ont été entreprises dans le cadre de ces orientations royales. C'est-à-dire financer des projets de recherche pour répondre spontanément et immédiatement aux conséquences immédiates de la pandémie. Et donc, il fallait mesurer les conséquences, l'impact de cette pandémie. Et là, à travers le ministère de la tutelle, le ministère de l'enseignement et de la formation des cadres et de la recherche et de l'innovation, qui a financé à travers le CNRST une centaine de projets pour répondre spécifiquement à des actions. Mais le plus important, ce n'est pas faire la recherche pour la recherche. Ce sont les produits de cette recherche, comment ils vont être mis à profit pour le système sanitaire. Ça, c'est la première action. Ce sont des financements spécifiques. Et il y a aussi un financement stratégique de la recherche. C'est celui qui a été apporté par l'Académie Hassan II des sciences et techniques en intégrant un consortium. Et c'est pour la première fois, face à une maladie, on va voir cette communion entre scientifiques d'un côté, cliniciens de l'autre côté, médecins, centres de recueil. C'est une expérience qui était extraordinaire. Et l'objectif, ce n'est pas de réagir aux conséquences immédiates, mais plutôt, c'est de préparer le Maroc à faire face à toute autre pandémie. Autrement dit, les résultats de la recherche vont servir immédiatement le côté sanitaire. Si on prend l'exemple de séquençage qu'on fait avec... voilà, le séquençage, on le fait... Effectivement, il y a une dimension internationale et il va pas me contrarier là-dessus. Lorsqu'on publie les génomes sur CI7, c'est qu'on va donner une image vraiment à l'échelle internationale qu'on est capable de séquencer, qu'on est capable de savoir ce qui se passe chez nous, qu'on est capable de dire est-ce que le vaccin qu'on a pris, est-ce qu'il va couvrir les souches qui sont là? Donc personne ne va répondre à notre place et on n'était pas capable de répondre à cette question. Et donc il y avait tout un projet intégratif dont l'objectif, c'est de préparer le Maroc pour faire face à toute pandémie. Donc, la génomique de virus, la prédisposition génétique, la réaction immunitaire et l'épidémiologie. Donc, c'est vraiment toutes ces actions qui sont intégrées pour donner l'information. Et là, c'est vraiment étonnant, et mes collègues me devancent vraiment dans l'information, parce qu'il y a des gens qui prennent une partie de l'information. Il entend un delta, un alpha et comme ça, et il fait de ça vraiment, alors que l'information qui émane de la science. Il y a une différence entre une opinion scientifique et ce que dit la science. Et là, ce qu'on privilégie, c'est vraiment, scientifiquement parlant, on a la tête froide et on dit, OK, il y a une question qui a été posée au comité ad hoc de la vaccination. Est-ce que le vaccin Sinopharm couvre les souches circulantes au Maroc? Sachant que la publication sur laquelle le comité s'est basé pour donner l'autorisation de ce vaccin, il y avait une arme phylogénétique dans notre spécialité qui couvre tous les génomes des autres pays et pas le pays marocain. Heureusement qu'on avait les génomes et on a intégré ces génomes dans ces arbres et on a trouvé qu'ils couvrent et on a donné une réponse et là la décision était éclairée. Et donc cette dimension, elle est d'une grande importance. Comment préparer le Maroc à faire face à d'autres pandémies et dans le futur? Pourquoi? Parce qu'il y a deux caractéristiques principales. Le virus est apparu en Chine. 2 semaines plus tard, on a son génome. Le vaccin, il a commencé, c'est vraiment le virus le plus rapide qu'on a détecté. L'étiologie du sida, il a pris 5 ans pour connaître que c'est le VIH qui est responsable du sida. Mais là, l'étiologie de cette maladie était très, très, très rapide. Le deuxième point qui est caractéristique de cette pandémie, c'est que très rapidement, toutes les technologies de développement des vaccins elles étaient mises au point. Et là, j'entends des chefs d'État dire qu'on est en guerre. C'est alarmant. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir les génomes de virus très rapidement, qu'on est capable de fabriquer des vaccins très rapidement. Et il faut que le Maroc soit en place pour justement répondre à ce genre de fléau.
Donc le Maroc a su tirer son épingle du jeu, surtout et avant tout grâce à ce processus intégratif de toutes les actions et institutions marocaines. Il a su tirer son épingle du jeu et ça c'est le monde qui le dit, les pays, les institutions, à commencer par l'OMS, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Rabat, Myriam Bigdeli, dit, elle, outre le fait que le Maroc est champion au niveau africain, champion de la vaccination, mais pas seulement, elle dit, pour la citer exactement, que le Maroc a mené une stratégie rigoureuse et très ambitieuse. Je dirais, c'est beaucoup plus. Le Maroc, il a saisi cette crise sanitaire, non pas comme crise dont il faut se débarrasser le plus rapidement possible, mais la saisir comme opportunité pour avancer. Opportunité pour avancer sur plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, par exemple, la solidarité africaine, avec les masques, avec les moyens de protection, avec les médicaments, et maintenant, avec la vaccination, la mise en place d'une production vaccinale au Maroc, comme je rappelle ce qu'a dit le professeur Ezdine, c'est 2%, moins de 2% de vaccins, de doses qu'a reçu l'Afrique, dont presque la moitié qui a été utilisée au Maroc, alors que l'Afrique, c'est 17% de la population mondiale. Donc, à part cette dimension solidaire, le Maroc a essayé, non, il a fait de cette crise sanitaire une opportunité. Une opportunité parce que c'est le moment pour nous, on sait, nous savions, maintenant c'est plus clair pour toute la population, pour les décideurs, pour les politiques. L'humanité va faire de plus en plus face aux crises sanitaires. Il y aura plus de pandémies, il y aura plus d'épidémies. Bien sûr, il ne faut pas les attendre. Il faut les combattre, il faut agir sur la composante environnement, parce qu'en ne respectant pas l'environnement, qu'on a l'émergence de ces pandémies. C'est très important, cette approche globale, justement, un peu holistique, j'ai envie de dire, exactement, c'est ce qu'on appelle environnement. C'est vrai, parce qu'il y a une dimension un peu épigénétique aussi. C'est ce qu'on appelle One Health et santé de la planète. Ça veut dire qu'on ne peut pas être tranquille si l'environnement n'est pas tranquille. Si on détruit notre environnement, si on détruit la faune, si on détruit les animaux, s'il y a une extinction des espèces, ça veut dire qu'il y a des virus qui vont passer d'une espèce à l'autre. Si on va vers les animaux, on va vers les animaux sauvages. Donc, il faut agir sur ce bras. Mais il faut être prêt à faire face à l'émergence d'épidémies qui vont venir. Une épidémie, c'est 2, 3, 4 ans. À chaque fois, on a l'émergence d'un virus qui déclenche une épidémie dans une région ou dans un pays où peut-être des fois c'est des pandémies, des fois c'est grave, des fois c'est moins grave. Donc il faut se préparer. Et se préparer, ce n'est pas très difficile, ça ne coûte pas très cher. D'ailleurs, il y a un rapport de la Banque mondiale pour monter un programme de veille, un programme pour faire face aux crises sanitaires. Il faudrait 1,69 $ par habitant pour monter un tel projet. Deuxièmement, maintenant on voit avec les vaccins, pour produire des vaccins, on a 20 milliards de personnes dans le monde et on a une sous-production. Le fait que le Maroc maintenant avance, puisse produire des vaccins, puisse transformer le Maroc en une plateforme de production de vaccins, ça veut dire que nous développons cette capacité de notre planète à faire face aux crises à venir, aux crises sanitaires à venir, aux pandémies à venir. Et ça, c'est une solidarité. Non seulement une solidarité transversale avec l'Afrique et humanitaire, mais c'est une solidarité dans le temps générationnel. On ne va pas laisser aux générations futures à se débrouiller comme on l'a fait. Donc on se prépare. Et ça, c'est important. C'est important, et vous parlez de solidarité à tous les niveaux et intergénérationnel, c'est vrai, c'est important. Et ce qui m'amène à parler de cette suite naturelle, j'ai envie de dire, le roi Mohamed VI a lancé le projet de généralisation de la protection sociale au Maroc, une véritable révolution. Oui, moi, en fin de compte, si on la compare, quelque chose de comparable, c'est Obama Initiative
Quelle initiative? Parce qu'Obama, il va introduire, impliquer, c'était l'idée en fin de compte, de millions de personnes sur un laps de temps. Le Maroc va le faire vraiment sur quelques années en fin de compte, plus d'une vingtaine de millions de personnes qui vont être plus ou moins intégrées sur cette couverture. Je pense que ça demandera beaucoup de choses et ça devient votre réflexion sur une approche intégrée. C'est tout simplement parce qu'on aura besoin de vaccins. On aura besoin de biothérapie, on aura besoin de médicaments biotech, et ça c'est très très important. Donc c'est pour cela qu'on va faire une couverture et de l'autre côté, on va essayer d'avoir une production locale de ces médicaments qui sont les plus chers. Et donc c'est pour cela, je pense qu'une chose très très importante dans le post-Covid, et je pense que c'est la vision royale dans ce sens, c'est vraiment avoir cette approche intégrative, participative, anticipative, agile, avec beaucoup d'agilité. Et je pense que ça commence aussi avec un investissement dans l'économie du savoir. Et je pense là, je ne pourrais pas m'en empêcher de parler de cette signature des 3 contrats avec rapidement, je vais le faire. Parce que là, je pense que en fait, c'est un Maroc qui ose et qui investit dans l'avenir. Et c'est là vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'espère qu'on va revenir discuter tout ça, parce que pour moi, un roi, un leader qui dit voilà, on va mettre de la biotechnologie qui est une pointe au niveau de l'industrie, du savoir et de la santé, on va la mettre comme priorité pour le Maroc et on sera leader non plus au niveau africain et au niveau international. C'est révolutionnaire et j'aime bien cette vision royale révolutionnaire. Voilà, ce sera le mot de la fin. Un Maroc qui ose, un Maroc qui investit aussi dans des secteurs névralgiques. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Professeur Azine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre du comité scientifique. Le professeur Moustapha El Fahim également qui était avec nous, directeur de la plateforme génomique fonctionnelle au Centre national de la recherche scientifique et technique de Rabat, et Dr Ataïb Hamdi, chercheur en politique et système de santé, président du syndicat national de médecine générale et vice-président de la Fédération nationale de la santé. Merci infiniment, j'étais ravie. C'était un échange passionnant, donc dédié à cette riposte marocaine face à la pandémie. C'est la fin de cette émission. Excellente suite des programmes sur notre antenne.